Nous abordons ce soir un sujet, le fanatisme spirituel, un sujet qui souvent soulève la controverse lorsque l'on parle dans les journaux de sectes ou de quelque forme que ce soit d'influence religieuse ou autre, même politique dans certains cas. On pense à l'Irlande, en Angleterre, ces choses-là. Ce soir, nous invitons Bernard de Montréal pour nous parler de ce sujet qui souvent se présente comme étant très brûlant sur la scène politique. Bernard de Montréal. Bernard, ce soir, le sujet, le fanatisme spirituel, peut soulever certaines questions qui touchent les gens qui se disent maîtres d'une science ou d'une faculté politique ou religieuse quelconque. J'aimerais que vous nous parliez de comment ces gens ou ces individus qui manipulent certaines masses de monde peuvent en arriver à conserver une sorte d'intégrité ou d'équilibre dans leur échange avec ces masses, dans leurs relations humaines autant que dans leurs relations, disons, philosophiques. Quelle est la source qui permet à ces individus, par un charisme quelconque, de comme contenir et contrôler les influences qu'ils ont pendant des fois des années sur des gens? Vous allez m'excuser si je tousse au cours de la soirée, mais j'ai la grippe. En général, un chef, un leader, politique, religieux ou spirituel ou mystique, prend ses racines dans un peuple ou dans une nation ou dans un groupe racial où il y a homogénéité de conscience. Homogénéité de conscience dans ce sens que si un chef politique est fanatique dans un certain sens, son fanatisme va être homogène au fanatisme qu'il peut faire soulever dans le milieu social où il a grandi, où il a développé ses vues politiques ou ses vues spirituelles ou religieuses. Donc il y a l'homogénéité de terrain que le chef vit en même temps que les gens avec lesquels il évolue, permet à ce chef d'aller aussi loin que les limites psychologiques ou psychiques de son propre peuple. Ce qu'un chef pourrait faire dans une certaine nation, il ne pourrait pas le faire dans une autre. Ce qu'il pourrait faire dans une certaine nation, il ne pourrait pas le faire dans une autre. Donc, le chef politique est toujours à la fois la limite de l'esprit de sa race. Il représente la limite de l'esprit de sa race, et en même temps, sa race, les gens qui font partie de sa race, tendent vers sa propre limite à travers ce chef-là. Donc il y a une concurrence psychique, il y a quelque chose que le chef permet au peuple de vivre, et il y a quelque chose que le peuple permet au chef de vivre. Et dans cet échange, dans cette homogénéité-là, vous avez tous les abus possibles en fonction des paramètres nationaux, raciaux, qui font partie du terrain où ces deux entités-là, le chef et la collectivité, évoluent. Par exemple, si on prend le fanatisme religieux qui peut exister dans le Moyen-Orient, et le fanatisme religieux qui peut exister dans certaines parties des États-Unis dans le Sud, c'est deux fanatismes totalement différents. Donc, ce que les chefs vont vivre par rapport à la masse sera toujours proportionnel à ce que la masse en soi peut représenter
de potentialité explosive. On dit souvent le chef il peut soulever dans la masse toutes sortes de choses, c'est vrai, mais il faut que déjà ces choses-là soient là. Elles font déjà partie du subconscient collectif de la masse. Ces choses-là, ces éléments, ces paramètres font déjà partie de la folie collective. Donc lui, à cause de sa sensibilité, sa sorte de génie, son charisme, il va aller chercher ces courants d'énergie-là et les faire vibrer à la hauteur qu'il veut, jusqu'à temps que toute la situation se retourne, autant contre lui ou contre le peuple qui a soulevé cette grande masse d'énergie-là. Vous semblez dire que le point commun entre le chef et la masse qui l'accompagne semble être une mémoire. La mémoire, disons, évidemment, accumulée avec des antécédents là, de longue date. Est-ce que je sais si bien Oui, il y a une mémoire historique, une mémoire karmique. Regardez le phénomène nazi en Allemagne. Si on le regarde d'un côté occulte, le phénomène nazi en Allemagne, si on regarde l'évolution mythique de l'Allemagne, à partir des premiers Teutons, on s'aperçoit que l'Allemagne représentait, même au Moyen-Âge, un esprit qui voulait prendre conscience de son état de domination par la force guerrière, par la souvenance des grands exploits. Donc, tout ce qui représentait l'Allemagne au Moyen-Âge, à un certain moment, au XXe siècle, c'est venu en surface à cause d'un type, Hitler, pas lui seul parce qu'il y a d'autres individus, mais Hitler, qui a su faire vibrer cette corde du psyché allemand. Et ce n'est pas important pour nous de savoir si la race allemande avait réellement des origines aryennes ou si ou là. Le débat occulte ou ésotérique, c'est simplement, c'est secondaire. Mais le fait que des hommes comme Hitler, comme Haushofer, comme les philosophes, les astrologues, ceux qui ont fait la connexion avec l'Orient, le fait que ces gens-là étaient capables d'instaurer en Allemagne, à la cachette des yeux occidentaux, des bureaux de l'occultisme allemand pour établir et pour coordonner les activités occultes de cette mentalité nazie-là, c'est extraordinaire. Et pourtant, nous, l'occidental, les occidentaux, les psychologues, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu, on n'a jamais voulu l'admettre. Pourquoi? Parce que notre façon de voir la relation entre le chef et les masses était basée sur des théories qui étaient purement sociales, alors qu'il y a des relations occultes qui existent entre les grands chefs et les masses, et la personne qui ferait la moindre étude des grands courants, des grands penseurs, des grands meneurs de l'humanité, surtout avant la Deuxième Guerre mondiale, verrait qu'effectivement, ces types-là, à un niveau ou à un autre, étaient en relation avec des sociétés secrètes en Europe ou en Asie ou quelque part. Il faut être très très naïf pour s'imaginer que un homme puisse soulever des grandes masses de monde comme ça, forger une idéologie de feu et croire que ce bonhomme-là, il l'a fait simplement parce que c'est un accident de l'histoire, le petit Hitler. Ce n'est pas intelligent. Donc ces hommes-là ont la capacité de créer un fanatisme politique comme les nazis, ou un fanatisme spirituel comme dans d'autres cas, parce qu'il y a des liens karmiques avec ces peuples, il y a aussi des mémoires universelles à résoudre, dans ce sens qu'il y a des plans d'évolution au niveau de la civilisation qui doivent être rendus, dans ce sens qu'il y a des choses, il y a un cyclisme dans notre temps, dans nos temps, dans les temps antérieurs et dans les temps futurs, il y a un cyclisme qui doit prendre place
afin que l'évolution de la conscience humaine sur la Terre, au niveau des nations, au niveau des individus, se fasse. Donc, ce cyclisme-là, quand il prend place avec des individus qui sont à la mesure même de la dimension du problème à résoudre ou du problème à faire naître dans le monde. Et Hitler était à la mesure de la conscience ou du subconscient du mental germanique. Il y avait une relation. Et c'est la même chose pour tous les autres groupes qui dans le monde aujourd'hui existent, où vous avez un chef qui a la capacité de faire vibrer des cordes au-delà du raisonnable ou au-delà de l'intelligent. Est-ce que vous sous-entendez que ces courants d'énergie dits occultes sont des mouvements de longueur de siècle incroyables qui aboutissent dans un fanatisme, dans une époque quelconque? Est-ce que vous dites que ces mouvements cycliques karmiques viennent aboutir dans un temps, dans une époque, et donner évidemment à un individu le prétexte d'agiter un environnement quelconque? Oui, parce qu'il y a souvent, ces forces-là peuvent être latentes. Regardez la fameuse société des assassins qui existait au Moyen-Âge en Afrique du Nord. Alors, les assassins, aujourd'hui, on retrouve dans le fanatisme religieux de l'Afrique du Nord, on retrouve cette mémoire, on retrouve cette activité-là qui va peut-être du 13e siècle jusqu'au 20e siècle. Il y a une connexion. Les mœurs changent, mais l'énergie demeure. Les mœurs changent. Les mœurs de tous les peuples changent. Mais l'énergie, le psyché, l'âme demeure. Okay. Les mœurs des Chinois vont changer, les mœurs des Russes vont changer, les mœurs des Américains vont changer, mais le psyché, le sous-conscient, l'impalpable, le karmique demeure. Okay. Et vous avez plus tard un type qui vient et qui fait vibrer cette couche d'énergie, et là, pouf. Donc, l'évolution de la planète, ou plutôt le facteur involutif, pour employer vos termes, a une progression qui ne dépend pas d'une idéologie. Elle se sert d'idéologie, mais c'est un courant de sentiment, semble-t-il. L'idéologie, c'est simplement le modus operandi. L'idéologie, c'est l'alibi exceptionnel. L'idéologie, c'est la chose qui mesmérise l'intellect. L'idéologie, c'est la chose qui endort l'homme. Mais ce n'est pas ça qui est le fanatisme. C'est pas lié au fanatisme. Le fanatisme, c'est autre chose. Le fanatisme, c'est de la possession astrale, utilisant, si vous voulez, l'idéologie pour donner à son mouvement une certaine orthodoxie, un certain semblant de vérité, un certain semblant d'intelligence. Mais dans le fanatisme spirituel, ou dans le fanatisme politique, dans le fanatisme, il y a de la possession astrale. Et la raison pour laquelle les hommes ne voient pas le fanatisme quand il se produit, comme en Allemagne par exemple, ou dans les pays de l'Orient, c'est parce que le fanatisme a toujours une fonction psychosociale qui transcende et qui va au-delà de l'alibi personnel psychologique de l'individu. Et on n'a pas besoin d'aller loin. Même si aujourd'hui on dit tant mieux, Gorbatchev est arrivé et Gorbatchev il fait des changements avec la perestroïka et tout ça, il y a des changements en Russie. Bon, les gens sont contents parce que le spectre de la guerre il commence à se calmer. Bon, mais il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup de communistes ou des gens qui vivent dans ces régions qui ne sont pas contents du tout de ce qui se passe avec Gorbatchev, parce que pour eux c'est une perte de face. Pour eux, c'est un grand système qui, à un certain moment, est obligé de se plier devant les exigences plutôt monstrueuses de leur point de vue du capitalisme international. Donc, le caractère émotionnel de la masse influence l'individu. Le caractère émotionnel de la masse va à court ou à long terme créer une balance ou une désharmonie dans ce mouvement-là, parce que il y a trop de psyché, il y a trop de force
que j'appelle occulte derrière le mouvement progressif d'une nation qui s'en va vers une certaine ouverture. Et vous avez juste à côté les Chinois, qui, à partir d'une même idéologie, se refusent toute ouverture. Donc, quand on parle de fanatisme spirituel, ou qu'on parle de fanatisme politique, il faut réellement regarder et prendre conscience que l'homme est un être multidimensionnel et l'homme n'a aucune idée de la nature de son mental. Il a une conscience de son intellect, il y a une mesure de son intellect, il a un IQ measurement. On va à l'université, on dit, bon, mais toi tu as un IQ de 28 ou tu as un IQ de 128. Si on te dit que tu as un IQ de 28, là tu te fous une balle dans la tête. Et si on te dit que tu as un IQ de 228, mais là, tu te promènes comme une diva. Bon. Mais ça, c'est le côté purement structuraliste de l'intelligence. Il y a au-delà du mental humain un autre plan d'énergie, d'intelligence, qui n'a rien à voir avec la mémoire, qui n'a rien à voir avec l'étude, qui n'a rien à voir avec la prise de conscience purement mécanique de l'ego par rapport au monde spatio-temporel dans lequel il vit. Et c'est cette conscience, cette intelligence-là, qui est universelle, qui est puissante chez l'homme, mais qui est aussi dangereuse, dans ce sens que tant qu'elle n'est pas perfectionnée, elle peut créer sur l'intellect de l'homme des courants astraux et l'inviter à une possession. Et je dis que les hommes qui manipulent les masses, spirituellement ou politiquement, autrement dit, les hommes qui amènent l'individu à donner de son essentialité, de son identité, pour que naisse dans le monde l'identité ou l'essentialité est une valeur globale ou communautaire. Ces hommes-là sont très dangereux et l'homme ne les voit pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas d'identité. Si l'homme avait de l'identité, si l'Allemand avait eu de l'identité, si les gens qui vivent qui sont assujettis au fanatisme spirituel avaient de l'identité, ils ne s'enligneraient jamais avec ces mouvements d'énergie-là, parce que leur identité leur permettrait de voir à travers l'illusion. Mais ils ne le font pas parce que justement l'illusion astrale est très puissante, et comme l'homme n'est pas habitué encore, et l'homme d'ailleurs, l'homme n'a pas d'idée de ce que représente le mental pur, le mental total, le mental intégral, le mental, appelez ça comme vous voulez. L'homme n'a pas d'idée jusqu'où peut aller l'intelligence. Donc à ce moment-là, il n'a pas d'idée de sa capacité de voir à travers les illusions multiples de tous ces systèmes, de tous ces mouvements-là qui, dans le monde, dans un sens, sont nécessaires parce qu'ils font partie de l'évolution de l'homme, mais ils sont dangereux parce qu'ils font partie aussi de l'abolition de l'identité individuelle au profit d'une valeur globale, communautaire et grégorienne. Vous nous présentez le fanatisme comme étant totalement en dehors de l'idéologie. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'un individu est responsable ou victime d'être fanatique lorsqu'il est pris dans un courant comme celui-là? C'est très intéressant votre question. Un individu qui est pris ou qui vit le fanatisme comme ça fait partie de son expérience de vie. Il a déjà tout le matériel en lui qui a été préparé depuis sa jeunesse. Peut-être qu'il a été foutu en dehors de l'école jeune. Il a un complexe d'infériorité marquant. Il a une grande fierté, grand orgueil. Donc, il veut démarquer sa nature de petit homme et réellement agrandir son image. Donc, il y a toutes sortes de facteurs psychologiques que les psychologues sont aptes à mettre en relief. Mais, ce que nous ne pouvons pas mettre en relief, c'est la nature de la pensée mentale qui exerce son pouvoir sur ces masses-là et qui fait partie du mouvement cérébral de l'ego chef. Autrement dit, si vous étiez un fédaïne ou si vous étiez un chef spirituel quelconque qui menait des masses comme ça et qu'on s'assoyait ensemble, bon ben, moi je pourrais
je pourrais dire, les idées que vous avez, ainsi de suite, d'où elles viennent. Et je pourrais vous amener petit à petit à vous faire réaliser que les idées que vous avez vous sont infusées à partir de l'astral, d'un autre plan. Et que, probablement, rendu à ce niveau-là, d'ailleurs, ces gens-là ont communication avec les autres plans. Hitler n'a jamais lié la communication avec les autres plans, excepté pour des raisons politiques. Donc, les gens qui sont réellement en étroite relation avec l'aspect occulte d'eux-mêmes et qui manipulent des grandes masses d'individus sont extrêmement sensibles à l'invisible. Mais ils n'en connaissent pas les lois. Ils sont assujettis à ces lois-là. Et c'est l'assujettissement à ces lois-là qui fait que ces gens-là sont aussi victimes que les masses qu'ils charrient avec eux. On emploie souvent le terme charlatan. On dit, ah ben ce bonhomme c'est un charlatan et ce bonhomme c'est un charlatan. Je ne suis pas d'accord avec cette facilité qu'on a de cataloguer des individus dans le monde qui vont faire des erreurs. Parce que de dire qu'un type est charlatan, c'est d'établir un a priori. Et je ne crois pas que les gens soient a priori charlatans. Qu'un homme devienne charlatan au cours des années, dans ce sens qu'au cours des années, il s'aperçoit qu'il a fait des erreurs, mais il veut demeurer dans son milieu, dans la ligne de son action, parce que ça lui rapporte telle chose, ok, ça va. Mais de dire que ces hommes-là sont des charlatans, je n'aime pas ça, parce que c'est appliquer un jugement sur des hommes qui ne comprennent même pas eux-mêmes la mécanique occulte de leur psyché, et qui sont manipulés fortement par ces forces-là. L'aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'individu qui est manipulé, mais est-ce que cet individu-là est manipulé par le fait qu'il se dévoue à une masse, ou s'il est manipulé par ses ambitions ou des intérêts totalement personnels? Ça dépend probablement à quel stade de sa carrière il est rendu, mais à sa base, à sa source, parce que c'est au niveau de la source. À sa source, il y a des éléments psychologiques qui entrent en jeu, mais aussi il y a des éléments psychiques qui deviennent fortement imprégnés dans son conscient. Il y a un appel, il y a une vocation, donc c'est une vocation vers l'extérieur. C'est une vocation qui s'établit vers l'extérieur, mais qui prend racine en soi. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens dans cette salle, et puisque nous sommes plus ou moins un conventum de personnes qui étudions les aspects plutôt voilés de la psychologie, on peut demander des questions en parallèle avec la nature psychologique de ce conventum. Bon. Donc, moi, je pourrais dire, par exemple, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu, dans leur mental, une voix qui leur parlait? Et qui ont déjà exercé la capacité, la liberté d'échanger avec cette voix-là. OK? Et je suis sûr que beaucoup de personnes me diraient, oui, moi j'ai un contact, ça fait des années que je fais ça. Bon, transposer cette réalité-là, que nous objectivons ici, transposez-la dans un milieu social, racial, religieux, ainsi de suite, vous avez la même phénoménologie, seulement que cette phénoménologie, à ce moment-là, elle est utilisée à un niveau beaucoup plus sur un plan beaucoup plus vaste, avec des intentions beaucoup plus grandes. Vous avez un individu là qui peut. Il n'y a pas beaucoup de Hitler sur une planète. Il n'y a pas beaucoup de Adi Amin. Il n'y a pas beaucoup de. Vous avez un, mais vous avez besoin seulement de un Hitler, un Adi Amin, un Noriega. Même Noriega faisait de la religion mystique. Ouais. C'est très connu que Noriega faisait de la magie noire là-bas. Bon. Alors, on dirait que tous ces gens-là, rendus à un certain niveau de puissance, ils trafiquent avec les ténèbres, ils trafiquent avec les forces, et ils n'ont pas la conscience des lois occultes de ces forces-là, et finalement, ils se font avoir par ces forces-là. Mais ils le font par intérêt personnel. Il y a effectivement des intérêts personnels, parce qu'il y a quand même, on n'attire pas une mouche avec du fiel. Il y a des intérêts personnels. Mais il y a des forces très personnelles. OK. Je vous pose ces questions-là, c'est parce que
Mais ce que je veux dire, quand on dit qu'il y a des intérêts personnels, je veux détruire le mythe. Je veux détruire le mythe que surtout les Freudiens ont développé. C'est que parce que le gars, il est impotent psychologiquement, sexuellement, parce que souvent ces gens-là sont impotents sexuellement, il y a une relation entre l'impotence sexuelle et cette sorte de fanatisme-là. Et ça, c'est touché, c'est dangereux, parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans la salle ici, qui sont impotents sexuellement, mais qui n'ont rien à voir avec ce fanatisme-là. Donc, de dire qu'une personne est impotente sexuellement et que c'est à cause de ceci qu'il est devenu comme il était, par exemple, les psychologues ont dit que Hitler n'avait aucune vie sexuelle, et ainsi de suite, ça, c'est tromper l'œil. C'est que l'énergie psychique utilisée dans la création de son vortex kundalinien se situait ici. Donc, à ce moment-là, il est évident que le bonhomme vibre tellement ici qu'il n'a plus besoin de vibrer là. Donc, c'est simplement le résultat d'une conséquence. Ce n'est pas le produit d'une absence. OK. Oui? C'est une manipulation de ces énergies. C'est une manipulation de ces énergies-là. Qui concentre là. Bon. Alors, quand on traite avec le fanatisme spirituel, à quelque niveau que ce soit, n'importe quelle forme de fanatisme, il faut voir, à l'ultime limite, un aspect possessif de l'individu dont lui n'est pas nécessairement conscient, ou dont il peut être conscient. S'il en est conscient, à ce moment-là, il n'en verrait pas tous les aspects. Parce que son ego ne pourrait pas soutenir la qualité de la manipulation. OK. Sur un autre plan, là, on a parlé de l'individu qui seul manipulait une masse, mais dans la masse, les gens qui sont manipulés par ces individus-là, je pense au Québec au phénomène charismatique dans certains cas, puis qui tombent en transe et ces choses-là, est-ce que ces gens-là sont des victimes encore là? Est-ce que ce sont des gens qui absorbent l'énergie ou une énergie de l'instructeur ou prédicateur en question, ou si ce sont des gens qui sont parfaitement synchronisés à son énergie, là, ou à une énergie, finalement. La façon que vous le traitez, c'est... Le mouvement charismatique, je ne le considère pas dangereux parce que personne ne comprend ce qu'il dit, non. Donc, comme ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ce n'est pas dangereux parce que ça ne peut pas être utilisé de façon idéologique. Donc, il y a simplement l'aspect spirituel, naïf de l'expérience qui fait penser aux gens qu'ils parlent dans les langues, et ainsi de suite. Donc, je ne considère pas le mouvement charismatique dangereux parce que déjà, il est fondé sur une certaine orthodoxie symbolique. Il est fondé sur une assise spirituelle chrétienne. Donc, dans un sens, c'est le côté occulte de la chrétienté qui entre. Autrement dit, si vous me demandez par où l'occulte peut rentrer dans la chrétienté, mais je vous dirai à travers justement le mouvement charismatique, parce qu'il y a effectivement un aspect dans ce mouvement-là qui relève de l'actualisation, de l'activité des plans sur l'homme, et ainsi de suite. Mais comme c'est très, très spirituel, naïf, ce n'est pas dangereux encore, en tout cas dans notre temps. À ce moment-là, les individus ne risquent pas grand-chose. Mais, par contre, je ne dirais pas que, à court ou à long terme, certains individus, dans un mouvement où vibrent des forces astrales, ne pourraient pas être absorbés par cette énergie-là et psychologiquement débalancés au niveau de leur moi. Parce qu'il y a effectivement, dans cette expérience charismatique-là, une perte temporaire d'identité pour vivre le phénomène de la parole, et ainsi de suite. Donc, il y a une suspension temporaire de l'identité. Et comme on ne sait pas ce qui se passe, comme on ne fait que vivre objectivement la relation entre l'invisible, l'astral et le plan matériel, à ce moment-là, il peut y avoir des individus qui se dédoublent là-dedans, ou qui en arrivent éventuellement à vivre une certaine relation avec les plans subtils. Et si ils ne sont pas réellement très très bien solides sur le plan mental, sur le plan psychique, ils peuvent éventuellement en souffrir. Vivre les trans, oui. Mais la question que je vais aller chercher là, c'est comment un groupe d'individus
se réunit avec un état mental de fanatisme. Et quel est le fait, qu'est-ce qui est la dynamique qui engendre un fanatisme et un regroupement de gens, finalement, dans un processus de fanatisme? La croyance. C'est la croyance. La croyance est le fil conducteur entre le chef et le groupe. Et la croyance, c'est comme le fil d'Ariane. La croyance, c'est ce fil qui permet à l'individu, finalement, de se sortir de pour rentrer dans la grande présence collective. Okay. Donc, un individu qui veut se sortir de son absence personnelle pour rentrer dans la grande présence collective, s'il croit, à ce moment-là, le chef va l'amener là. Et ça, c'est le prix qu'il doit payer pour participer, et à la fois, c'est le prix qu'il doit payer pour se perdre. Parce que la croyance, c'est ultimement le plus grand jeu de l'astral. Ça a toujours été utilisé sur la Terre dans toutes les sauces, parmi tous les peuples, toutes les nations. Et c'est seulement à la fin du 20e siècle que l'homme va commencer à voir à travers le jeu de la croyance et que finalement l'homme cessera de croire pour entrer dans un autre niveau de son mental où il ne pourra plus croire, il saura, point final. Mais d'ici à ce que l'homme en arrive à cette conscience-là, à cette conscience universelle, la croyance demeurera le fil, la matière qui permet à ces individus de perdre contact avec eux-mêmes pour rentrer en symbiose avec le chef, pour entrer finalement en transe collective avec tout le groupe. Là, on identifie le virus, c'est la croyance. Ah ben oui. Okay. La croyance croit, c'est anti-intelligence. Mais... Même si vous me dites, ah oui, mais M. Bernard, on peut-tu croire à quelque chose de bien? Je vais vous dire, mais si vous me montrez quelque chose de bien, je vais vous montrer son opposé. Donc, tout est polarisé. Tout est polarisé. La polarité, ça fait partie de la dualité des choses. Donc, à quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est mal. À une vertu, il y a son opposé. Tant que l'homme croira, il ne pourra pas être intelligent. D'ailleurs, si vous me demandez qu'est-ce qui a servi à l'évolution de l'ego, qu'est-ce qui a permis l'évolution de l'ego pendant des millénaires, c'était la croyance. Mais qu'est-ce qui a empêché le développement de l'intelligence chez l'homme? C'est la croyance. Il n'y a rien de pire que la croyance. C'est absolument anti-homme, c'est anti-individualité, c'est anti-intelligence, c'est anti-lumière, c'est anti-tout. C'est terrible de croire. Mais quand vous dites croire, est-ce qu'on croit en une idéologie ou on croit en quelque chose d'autre? En d'autres termes, un individu qui se marie à une politique, à un groupe spirituel ou à un fonctionnement quelconque et qu'il a à croire, est-ce que cet individu va croire dans un mouvement idéologique ou dans un mouvement d'énergie particulier? Croire, c'est une bêtise fondamentale. Que vous croyez à n'importe quoi, c'est une bêtise. Vous avez les plus grands intellectuels de l'Europe qui ont cru. Mais ça, c'est une idéologie. Mais c'est la même chose. La religion, c'est une idéologie. Il y a des gens qui comprennent rien, qui croient à quelque chose. Bon, mais c'est encore pire. Ben oui. Ça, c'est terrible, ça. C'est parce que on peut quand même dire, bon, mais écoutez, il y a des hommes qui n'ont pas eu la chance de l'université, de s'éduquer, ainsi de suite, ils ont besoin d'un support moral. La vie sur le plan matériel est très difficile. Bon, on a besoin de croire en Dieu, on a besoin de croire en quelque chose quand on vit dans des pays lointains, ainsi de suite. Bon, ok, on croit. Normal. D'ailleurs, la religion était essentielle et elle a beaucoup aidé l'homme. Mais je parle pour les hommes qui sont arrivés à un certain niveau d'évolution, ou pour l'homme qui arrivera à un certain niveau d'évolution, la croyance ne pourra plus faire partie de sa conscience. Si aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, on regarde, on voit qu'il y a eu des grandes intelligences, Jean-Paul Sartre, Gide, Breton, Whitehead, qui ont cru au marxisme et qui voient aujourd'hui toute la machine. Où elle était l'intelligence? Moi, j'étais petit gosse, j'avais 9 ans et j'étais anti-marxiste. J'avais 9 ans, je sortais de mes couches. Ça allait contre ma peau. Je regardais sur ma peau et ça allait contre ma peau. Parce que je ne pouvais pas concevoir
quelque chose qui soit plus grand que l'individu. Mais à ce moment-là, c'est facile de ne pas croire. Quand l'idéologie... Oui, mais ça, ça, c'est une affaire d'évolution. Ouais. C'est une affaire d'évolution. Il y a des hommes, il y a Gurdjieff qui est allé, avec ses amis dans le Caucase durant la révolution de 17 et qui n'a pas joué le jeu. Il y a des hommes dans le monde qui sont intelligents par eux-mêmes, qui ont une certaine science galvanisée, fixée en eux-mêmes. Et ces hommes-là, souvent, ils sont seuls parce qu'ils n'ont pas le support social. Il y a des hommes dans le monde qui savent, qui attendent que se défasse la machine, Oui, mais ils attendent qu'une idéologie tombe. Ils attendent que l'idéologie éclate, qu'elle s'effrite. OK, mais les personnes, il y a des gens, mettons, on va prendre l'aspect opposé, le capitalisme, il y a des gens qui vont croire dans le capitalisme. Et pourtant, il y a des aspects du capitalisme qui ne sont pas intelligents. Mais oui, évidemment, mais vous parlez de croire. Est-ce qu'on croit au capitalisme ou est-ce qu'on bénéficie du capitalisme? Il y a des Américains qui croient au capitalisme? Ouais, je ne sais pas, mais il me semble c'est pas mal ancré, ouais. J'ai l'impression. De dire que c'est ancré, c'est une chose. Ouais. Le capitalisme, dans le fond, il y a effectivement des aberrations, mais qu'est-ce qu'il y a de puissant dans le capitalisme? C'est le fait que tu as un petit morceau de terrain, c'est à toi. Le concept de la possession du territoire, il fait déjà partie de la conscience biologique des animaux. Si tu t'en vas dans le territoire d'un chien, tu risques de te faire mordre. Donc, le territoire, ça fait partie de la conscience, ça fait partie de l'élimination de l'esclavage. Un homme a le droit sur une planète d'avoir son territoire et de faire sa loi sur son territoire. Sinon, nous sommes des individus qui sommes à la remorque d'une plus grande idéologie, d'une plus grande présence, l'État. Et ça peut être très dangereux. C'est ce qui s'est produit en Russie. Mais l'État a aussi des modes de fonctionnement à l'intérieur du capitalisme. L'État a des modes de fonctionnement à l'intérieur du capitalisme dans la mesure où l'État est suffisamment conscient des individus et que les individus sont suffisamment conscients de sa fonction. L'État est basé et doit être basé sur la reconnaissance de l'homme et non pas imposé sur la conscience de l'homme. L'esprit se refusera ça. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Ce qui s'est passé depuis 1 an avec Ceausescu en Noriega, l'esprit de l'homme est plus fort que toute idéologie, et là où l'idéologie ira contre l'esprit de l'homme, l'idéologie sera renversée. Surtout au XXe siècle avec la télévision, l'univers électronique, il n'y a plus de place dans le monde pour la dictature, ni des États et ni des individus. Bon, je vais renverser encore la question parce que moi je cherche définitivement un vaccin pour le virus. Là. C'est la croyance. C'est parfait, on a identifié le virus. Mais est-ce que des 200-300 000 Roumains qui se réunissent ensemble pour se défaire, disons, exemple, d'une idéologie qui les alourdit et qui croient dans la liberté, est-ce que ce sont des gens fanatiques? Est-ce que ce sont des gens qu'un leader quelconque là, peut apparaître et créer une forme quelconque de fanatisme dans ces gens-là, parce qu'eux croient à la liberté? Je pense en Tchécoslovaquie, à l'écrivain, ils ont été chercher un philosophe, un individu qui parle avec des idées. Ce que je veux savoir, c'est à quoi il ne faut pas croire. Est-ce que c'est dans une idée ou c'est dans un mouvement? Il ne faut pas croire en rien. Il faut simplement regarder si une chose est intelligente. Mais c'est pas évident, ça. C'est pas évident. C'est pas évident quand quelqu'un vient à ta maison le soir et cogne à ta porte et te sort de ton lit. Oui, ça c'est Calice! Tu vas me dire que c'est pas évident? Qu'est-ce que vous avez besoin comme évidence? Non, mais c'est... Celle-là, je peux pas la discuter. OK. Mais... Il y a plein de choses comme ça. OK, mais 200 000 personnes qui se réunissent pour débattre sa liberté, a priori, c'est évident. Mais un individu qui se sert de cette recherche de liberté et qui déclenche une forme quelconque
de névrose collective et qui engendre un processus de fanatisme, là, à ce niveau-là, a priori, on pourrait dire que les gens qui veulent être libres, c'est évident qu'ils ne doivent pas croire dans un principe d'autorité quelconque. Mais c'est pas évident le processus. Comment ça se passe s'engager dans un processus de croyance? Bon. Alors le mouvement en Europe de l'Est, c'est au début, si on retourne au début du siècle, il y a eu la monarchie qui a écrasé la paysannerie. Ensuite, il y a eu les communes. Et ensuite, il y a eu la révolution industrielle où les enfants travaillaient pour rien. Finalement, il y a eu l'écœurement des travailleurs. Et les travailleurs ont cru, pouvoir créer un système qui pourrait amener l'homme à la mesure de sa propre noblesse. Et il y a eu dans ce mouvement-là des hommes, Staline, qui ont empêché que ça se fasse de façon glorieuse. Pourquoi? Parce que même si vous avez une idéologie qui est ascendante, à l'intérieur de laquelle il y a des valeurs positives, il y aura toujours un chef. Et si le chef n'a pas de conscience démocratique, à ce moment-là, ce chef-là créera une forme de fanatisme politique. Et Staline a créé du fanatisme politique. Même s'il avait toutes sortes de bonnes raisons pour changer les masses, les emmener là-bas, faire la diversion, réunification, il y avait tout de même du fanatisme. Et ce fanatisme-là est à la base de l'activité astrale sur le plan matériel, et les hommes ne le voient pas. Parce que les hommes ont tendance à croire. Si tu déplaces 50 000 personnes d'une région et que tu les amènes là, automatiquement tu violes l'instinct territorial de la possession individuelle. Si nous faisions des analyses réellement minutieuses de ce que ces hommes-là font au cours de leur histoire, nous verrions que, regarde, ils commencent à déplacer des gens d'ici et ils les amènent là. Il fait de la relocation. Si nous étions suffisamment intelligents pour reconnaître que de la relocation, c'est une insulte à l'intelligence de l'individu, c'est une lèse à sa capacité, à son droit à la possession territoriale, nous essaierions d'arrêter ces mouvements-là. Nous pourrions, à la presse ou dans les débats politiques ou dans les rencontres politiques ou au niveau diplomatique, dire pourquoi vous déplacez ces gens-là. Donc, nous avons, pendant des générations et des générations et des générations, nous avons fermé l'œil à ce que ces hommes-là ont fait, et finalement, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire réellement brouiller les cartes de l'évolution politique, probablement d'un système qui aurait été très très grandiose s'il a été réellement régi par des individus réellement intelligents au lieu de cons. Quand vous avez un con, réellement con, comme Khrouchtchev, qui prend sa bottine aux Nations Unies, et pour taper avec sa bottine, c'est un con. Et ces hommes sont les chefs de nation, simplement parce qu'ils ont une âme brutale. Ce qui me fâche le plus dans le monde occidental, c'est que nos grands chefs se font descendre, se font fusiller, et nous n'avons pas, pour des raisons de nos lois libérales de merde, nous n'avons pas le culot de descendre ces types-là. Quand est-ce que vous allez voir un Noriega qui va descendre sous la balle? Que vous allez voir un Adi Amin qui va descendre sous la décharge, d'un commando exercé? Il y a seulement un peuple qui a le culot de réellement agir seul et d'agir en fonction de sa volonté déterminante et en force. C'est le peuple juif. Peut-être pour toutes sortes de raisons. Mais ils ont la force, ces gens, Israël, si les nations ne voient pas, d'agir seuls. Et je respecte ça d'eux, parce qu'ils ont de l'individualité. Nous faisons de la politique. Nous faisons toujours de la politique. Et la première chose que nous savons, nous sommes obligés d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant que des types sautent. Donc, est-ce que l'antidote à la croyance, c'est la capacité de protéger son territoire à toutes les formes
toutes les formes voulues, autant un territoire psychique, un territoire même qui pourrait être culturel dans certains cas, et physique, ça évidemment. Croire, c'est un mécanisme psychologique de l'ego. C'est une fonction subalterne de l'intelligence. C'est une déformation du mental créatif. Le mental créatif n'a pas besoin de croire. Il regarde, il dit OK, mais il n'y a pas besoin de croire. Croire, c'est s'assujettir. Alors imaginez-vous, si on vous demande de croire à une belle chose, vous ne verrez jamais à travers. C'est parce que souvent, dans le phénomène de croire, il y a tout le phénomène aussi d'équilibre des forces. L'individu serait porté, dans certaines occasions, pour un minimum de base d'intelligence, serait porté à défendre, disons, ou à demeurer dans un certain équilibre d'intérêt personnel, mais souvent il est obligé de donner une confiance dans un chef ou dans une autorité pour la progression d'une collectivité ou de fonctionnement qui exige de voir plus loin que sa seule personne. Et on va être taxé de manque de vision si on ne s'engage pas dans le processus, et plus tard on pourra dire, t'as pas cru ou t'as manqué de vision. Dans les deux cas, l'individu peut être trappé. Faire confiance à un chef, ça c'est une chose. Vous faites confiance à un chef, ça c'est une chose. Mais de là à croire, c'est une autre chose. La nuance? Oui. Vous faites confiance à un chef jusqu'à temps qu'il vous manque de confiance. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Évidemment. Vous laissez le charler d'un chef. On élit un chef. Bon, vas-y. T'as parlé, t'as fait tes élections, vas-y, on va voir jusqu'où tu peux aller. Bon. Si le chef il est réellement un grand chef, il va aller loin. Mais de là à croire un chef, c'est absolument de l'aberration psychologique. Ça fait d'ailleurs partie de l'aberration psychologique de l'humanité évolutive. Mais de là à croire un chef, c'est absolument de l'aberration psychologique. Ça fait d'ailleurs partie de l'aberration psychologique de l'humanité évolutive. Pour moi, c'est le plus grand danger que l'homme vit sur la Terre, c'est la croyance. Parce que aussitôt qu'il croit, il perd son identité. Mais donner confiance à un chef ou à un individu... Ça veut dire je te donne la cote jusqu'à temps que tu te penses. Tu as le droit de faire ça. C'est totalement intelligent. Oui, mais ça peut avoir des séquelles, ça peut avoir des conséquences. Pour l'individu lui-même, donner confiance à un chef qui nous emmène avec une dette nationale énorme, pour toutes sortes de raisons qu'il peut avoir à justifier ou à expliquer, est-ce que les individus ont cru en lui ou lui ont donné un mandat de confiance? C'est un mandat de confiance. Jusqu'à temps qu'il trahisse ce mandat. S'il trahit le mandat, ensuite il ne revient plus à la politique. Mais quel est le moyen pour un individu de se protéger ou je ne dirais pas protéger, de retirer son mandat de confiance à un chef dans lequel il n'a plus confiance? Parce que là, je ne t'ai pas dire ne pas croire, mais qu'il n'a plus confiance dans son mouvement. Où l'individu peut se protéger dans ce processus? Le chef n'est plus réélu après 4 ans. Okay. Ce sont les normes. Donc, il faut assumer individuellement le geste qu'on a posé. Bon, c'est à vous d'assumer. Oui, il faut que vous assumiez le geste de votre faux jugement original. Autrement dit, si vous avez opté pour un chef et vous vous apercevez qu'après 2 ans, il vous a démenti dans sa démarche, à ce moment-là, c'est votre problème. C'est vous qui l'avez choisi, le chef. Donc, vous restez avec lui au moins par une période suffisamment courte de 2 ans encore. Mais sur le plan de la croyance, ça va beaucoup plus profondément que ça, parce que l'affaire de faire confiance à un chef politique, ça c'est une chose, c'est surface. Mais quand il s'agit d'idéologie, quand il s'agit quand il s'agit de vérité, de vérité, de vie ou de mort, de vérité, de vrai ou de faux, à ce moment-là, ça commence à être important de ne pas croire. Si vous élisez un chef politique et qu'il vous foute la patente en l'air, ça c'est pas grave. Ça va pas vous défoncer la cervelle. Mais si vous commencez à croire une personne et que ses idées s'imprègnent dans votre cerveau pendant des années,
À ce moment-là, ça devient très, très important, à un certain moment donné de votre vie, d'assumer votre identité. Sinon, vous serez à la merci de cette personne-là ou de cette idéologie-là pendant des années et des années et des années. Donc, l'intelligence que l'on a, que l'on dispose, c'est la seule garantie que l'on a vis-à-vis d'un individu qui nous présente soit des idées, ou même, j'irais jusqu'à dire des vibrations, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent que dans les temps futurs, il y aura une manifestation extraterrestre et ces choses. Donc, devant un milieu ou un monde sur lequel on n'est pas, je dirais, capable de négocier une idéologie. Manifestation extraterrestre, vous dites? Oui. Imaginez-vous, on a de la misère à négocier avec Aram Ibrit, comment qu'on va manifester avec des extraterrestres? Oui, mais c'est ça la question, c'est imaginez-vous. Bon, c'est ça. Pour ne pas croire, là, c'est plus une question d'idée à ce moment-là. C'est une question d'idée, c'est ça que je dis. Ne pas croire, c'est un état du mental, c'est un état mental. Tu ne crois pas. Mais cet état-là... Avant, on disait crois ou meurs. Là, l'homme demain sera obligé de dire crois ou vis. T'as mort. Tu peux pas croire. Et l'homme, imaginez-vous, si demain on vient en contact, et je dis si, parce que je dis toujours ainsi, mais pour faire plaisir à mon ami Richard Glenn, mais si demain l'homme vient en contact avec des intelligences qui viennent d'autres espaces, imaginez-vous l'importance de ne pas croire. Parce qu'aussitôt que vous croyez, vous êtes magnétisable. Donc, vous tombez sous les lois de l'hypnose, vous tombez sous les lois du sommeil renversé, vous tombez sous les lois du mouvement astral continu. Ça veut dire que vous avez l'impression d'être dans un corps physique, mais vous êtes réellement en astral. Donc, imaginez-vous ce qu'on peut vous faire passer dans le cerveau pendant cette période-là. Donc, vous tombez sous d'autres lois qui ne font pas partie de notre expérience psychologique ou psychique actuelle sur la planète. Donc, quand je dis que l'homme ne doit pas croire, ça va beaucoup plus loin que ne pas croire simplement aux idéologies ou à la thématique ou au canon de notre expérience spirituelle. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va jusque dans le domaine profond du psyché humain individualisé où, un jour, demain, dans un temps suffisamment rapproché, l'homme aura à confronter des niveaux de conscience qui lui seront totalement étrangers, et la seule façon pour lui de ne pas vivre l'étrangeté avec ces niveaux de conscience, c'est d'être capable de ne pas croire. Donc, ne pas croire, c'est un état mental supérieur à la conscience psychologique subjective de l'ego. Ne pas croire, ce n'est pas équivalent à dire à nier. Oui, je comprends. Ne pas croire, c'est un état du mental. Ce n'est pas une attitude, c'est un état mental, ne pas croire. Comment on peut accéder à cet état-là? Comment on accède à ne pas croire? Qu'est-ce qui emmène un individu à progresser vers cet état-là? Quand on a finalement réalisé que tout ce qui existe sur notre planète, que tout ce qui existe sur les plans, tant que ce n'est pas totalement intégré, ça fait partie du mensonge cosmique intégral. C'est cru, là. Il faut que je formule une question après ça. Évidemment, si l'individu, vous dites qu'il est obligé de tout vivre les désillusions, il ne vit finalement que de déception pendant un très long laps de temps de sa vie, pour en arriver à voir que tout vient de l'invisible. Parce que là, le mensonge cosmique, ça commence à prendre de l'ampleur. Oui, mais il ne faut pas le garder sur un plan quantitatif, le mensonge cosmique. Il faut le garder sur un plan qualitatif. Si vous regardez le mensonge cosmique sur un plan quantitatif, ça n'a pas d'allure. Mais si vous le regardez sur un plan qualitatif, ça a une rémission, dans ce sens que il vient un point dans la vie où tu ne crois pas. Et l'homme de demain, l'homme de la prochaine évolution, l'homme qui travaillera avec des sciences grandioses, l'homme qui travaillera avec des plans, l'homme qui travaillera avec des espaces-temps différents, ainsi de suite. L'homme devra se protéger contre la multiplicité des nouvelles coordonnées psychiques qui feront partie de son mental universel. Pas croire, ce n'est pas simplement... d'ailleurs, pas croire, c'est quelque chose de neuf sur notre planète. Nous ne sommes pas habitués à pas croire, parce que nous avons été, pendant des siècles, habitués à croire. Mais pas croire, c'est un état mental, et l'homme, un jour, en arrivera à cette conscience qui fait partie du mental supérieur. Pas croire, ça fait partie de la conscience supramentale sur la Terre. Une conscience supramentale ne peut pas croire. C'est impossible qu'elle croie.
Elle peut voir, elle peut disséquer, mais elle ne peut pas croire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'insécurité dans le mental supérieur. La raison pour laquelle l'homme croit, c'est parce qu'il y a en lui de l'insécurité. Donc il va chercher la force, il va chercher la substance, il va chercher la soutenance d'un milieu qui peut lui apporter certaines vérités. Alors que dans le mental pur, de la conscience supramentale, l'homme individualisé n'est pas à la recherche de rien. Il n'est pas à la recherche de rien. Donc, comme il n'est pas à la recherche de rien, il ne vit pas l'insécurité psychologique de l'ego par rapport à quoi que ce soit, ni Dieu, ni les femmes. Vous dites qu'il n'absorbe rien finalement. Et est-ce que cet individu-là, qui a cette conscience supplémentaire, c'est un être qui se manifeste tout le temps? Il est toujours en manifestation. Tout le temps en manifestation. Ouais. Ses relations avec son environnement? Toujours en manifestation. Il y a échange. Un être supramental, c'est comme un volcan. Il lance dans le monde de la lave et elle coule. Ou il échange avec un autre volcan. Il va échanger. Mais tout part de lui. Tout part de lui. Tout part de lui. C'est pour ça qu'il ne croit pas. Croire, c'est prendre. Croire, c'est absorber de l'extérieur vers soi. C'est ça, croire. Alors que ne pas croire, c'est créer. C'est créer. Donc, lorsque l'homme aura une conscience suffisamment mentale, il ne pourra plus absorber vers lui-même, il créera. Donc, dans n'importe quel domaine qu'il sera, que ce soit en science, ou en métaphysique, ou en ce qui concerne quoi que ce soit, il créera. Mais on ne pourra pas lui faire croire quoi que ce soit, parce que son mental sera trop éveillé à la dualité de la vérité et du faux. Mais comment un individu qui, comme vous le dites, se manifeste toujours ou tout le temps, la phrase se place mal, donne confiance à un environnement? Comment cet individu qui se manifeste toujours ou tout le temps peut donner confiance? La continuité. La continuité Oui. dans quoi? Si un individu est continu, la continuité, ce sera la marque de l'homme nouveau. Un homme conscient, nouveau, s'il est réellement conscient, il sera continu. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, continue. Ça sera la mesure. Ce ne sera pas la vérité qui sera la mesure. Ce ne sera pas ses réalisations non plus. Non, la continuité. Tu regardes ce qu'il a dit il y a 20 ans, tu regardes ce qu'il fait maintenant, c'est continu. Pourquoi? Parce que il aura une conscience prépersonnelle. Donc, comme il aura une conscience prépersonnelle, à ce moment-là, le côté astral de la conscience évolutive ne sera pas présent dans les actes. Donc, à ce moment-là, on dira, ah, ce type-là, il a une conscience supérieure. Ah, ce type-là, il a une conscience supérieure. Ah, conscience supérieure. Mais continu ne veut pas dire permanence. Continu veut dire permanence. Veut dire permanence. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont astrales ou qui s'astralisent et qui vivent d'une certaine permanence, mais sont brisés en cours de route. Oui, d'accord. Mais je parle des chefs, là, je parle des hommes qui... Il y aura une continuité, il y aura une permanence, mais ce ne sera pas basé sur la vérité. Quand vous parlez de vérité, vous parlez d'une réalisation d'un individu ou d'une vision d'un ensemble d'individus, ou si vous parlez d'une réalité de l'immédiat. Est-ce que quand vous parlez que l'être propulse une vérité, il propulse une création ou s'il propulse un état de conscience avec son environnement? Qu'est-ce que vous sous-entendez par vérité? Parce que les gens croient dans des vérités. La vérité, ça n'existe pas pour un homme conscient. Le réel existe. OK. Donc une réalité peut être une vérité pour un homme inconscient. Oui. Donc une personne consciente, supramentale, peut se voir suivie par des gens qui pensent que sa réalité est une vérité? Oui. Ils prendront sa réalité pour une vérité. Comment l'homme conscient se protège? En réalisant que la vérité, c'est une autre illusion qu'ils devront dépasser pour arriver à leur propre réalité à eux. Et celui qui manifeste la réalité, comment il se protège des gens qui... Il les laisse. Il les laisse. C'est radical. Il peut, pour la raison spéciale pour ça. La spécifique pour ça. Il les laisse parce qu'un jour il devient trop lourd. Il devient trop lourd. Et lui, il est trop léger.
Donc, une personne consciente ne peut fonctionner exclusivement, finalement, qu'avec des personnes conscientes. Éventuellement, oui. Merci, Bernard de Montréal.